Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. Ces dernières semaines ont été compliquées pour les agriculteurs en Martinique. De fortes précipitations ont inondé les sols et détruit des dizaines d'hectares de production. Notre partenaire Via ATV a pu rencontrer un agriculteur en détresse sur l'île, vous verrez. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de Viry, une entreprise vosgienne spécialisée dans les ouvrages architecturaux. Elle a notamment fabriqué les anneaux olympiques posés sur la Tour Eiffel cet été. Un reportage proposé par notre partenaire Vosges TV. Alors que les vacances d'hiver ont débuté depuis plusieurs semaines, la station de La Plagne dans les Alpes a inauguré cette saison une nouvelle télécabine sans parois ni vitres. Une immersion proposée par notre partenaire 8 Mont-Blanc. Sensation forte garantie, vous verrez. C'est une tendance dans les clubs sportifs amateurs, les albums de vignettes à collectionner. Tout comme les albums Panini pendant les Coupes du Monde, les clubs mettent à l'honneur les licenciés et les bénévoles. Un reportage de notre partenaire Puissance TV. Chacun le sait, la vie des agriculteurs n'est jamais de tout repos et les professionnels du secteur doivent souvent faire face à des phénomènes météorologiques compliqués. La Martinique a subi ces dernières semaines d'importantes pluies qui ont submergé les sols et détruit des dizaines d'hectares de production. Écoutez cet agriculteur en détresse au micro de notre partenaire Via ATV sur place. Cette année, c'est une année exceptionnelle. On a eu du vent mêlé à de la pluie, mais des vents rafales, des choses qu'on n'a jamais vues. Et là, ça impacte la floraison des fruits, des plantes. Et les quelques fruits qu'on arrive à avoir, vous voyez, le développement est ralenti, donc c'est catastrophique. Sur un demi-hectare de maroudja, j'ai sorti la semaine dernière 20 kilos. Donc l'année dernière, c'était combien ? L'année dernière, je faisais 150 kilos par semaine. Je n'ai pas encore fait le calcul exact, hein, mais sur une production que j'espérais, je pense qu'on est à 60% de perte. En ce début d'année 2025, nous venons de fêter les 20 ans de la loi handicap. De nombreuses entreprises s'adaptent et aménagent les espaces de travail pour accueillir des personnes en situation de handicap. C'est le cas de cette entreprise dans la Loire, vous allez le voir, ce reportage de notre partenaire TL7. S'enrichir de ce que l'autre est une des devises de cette société. Pour célébrer les 20 ans de la loi handicap, cette entreprise a ouvert ses portes pour montrer les aménagements qui ont été mis en place pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap. On a eu par exemple un sourd et muet où des gens ont appris le langage des signes et se sont hyper intéressés à cela pour encore mieux communiquer avec lui. On a donc une trisomique 21 qu'on a intégrée d'un atelier protégé. Ça fait 20 ans qu'elle est en CDI chez nous. On a eu un jeune autiste qui est resté 2 ans chez nous. On travaille également avec un ESAT où il y a 4 personnes détachées qui nous aident sur des tâches donc de pliage de vêtements. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut cultiver nos différences. Et ce qui est le plus important, c'est que justement, l'entreprise soit un moteur d'inclusion. Pour la Loire, c'est symbolique d'avoir une entreprise aussi inclusive et dont l'activité économique ne cesse d'augmenter. Mais l'inclusion ne se fait pas seulement avec des personnes porteurs de handicap, mais aussi auprès de personnes réfugiées. C'est indispensable. Alors c'est indispensable parce qu'on vit dans une société dans laquelle on a besoin de l'inclusion, on a besoin de travailler et on sait que nos concitoyens porteurs de handicap ont besoin de vivre dans la société et une des façons de vivre dans la société, c'est d'y travailler, on le sait très bien. C'est à la fois important pour la rémunération, mais c'est aussi important pour la vie dans la société et l'inclusion dans la société. Et les entreprises ont besoin aussi de le faire puisqu'elles vivent aussi, ce sont des instruments de vie dans la société et donc elles favorisent ce travail sociétal. Et puis pour les entreprises, c'est important aussi d'avoir des salariés qui sont des salariés fidèles, formés. Après cette visite, une table ronde a été animée par Cap Emploi sur le thème de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en présence de Jean-François Chaussy, ancien député de la Loire et porteur de la loi du 11 février 2005. Toujours sur ce sujet du handicap, des aménagements pour accueillir des personnes porteuses se font également dès le plus jeune âge dans les écoles. C'est le cas dans la banlieue de Montpellier avec un dispositif d'autorégulation. Écoutez une enseignante de ce dispositif au micro de notre partenaire Via Occitanie. Vous pouvez voir des bureaux avec une structuration de bureaux. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec les enfants qui sont des enfants notifiés en autorégulation, mais qui profitent à tous les élèves de l'école. C'est une méthodologie en fait qui est une méthodologie de structuration de la tâche, de l'activité. Voilà, et qui permet à certains enfants qui ont vraiment des difficultés lorsqu'ils ont quelque chose à faire, par quel bout l'entamer. Ça permet vraiment donc du coup de séquencer en petites tâches ce qu'ils doivent faire.
Je suis persuadé que vous avez déjà vu le travail de cette entreprise spécialisée dans les ouvrages architecturaux et pourtant, vous ne la connaissez pas. Viry, une entreprise vosgienne, a notamment réalisé les anneaux olympiques posés sur la Tour Eiffel l'été dernier. Regardez ce reportage de notre partenaire Vosges TV qui a pu rencontrer les gens de cette entreprise. Regardez. Un escalier monumental pour une gare du Grand Paris. Il fait quand même 150 tonnes de poids. Et il est divisé en 12 secteurs. Un ouvrage complexe de 48 mètres de haut, reflet du savoir-faire de l'entreprise de construction métallique Viry à Éloie. Créée en 1965 par Bernard Viry, la petite société de chaudronnerie, initialement dédiée aux particuliers, est depuis devenue grande, avec des chantiers qui ont notamment fait sa renommée. Notre spécialité, c'est l'ouvrage sur mesure, architectural, travaillé, qui allie le complément d'un savoir-faire d'ingénierie avec celui de l'atelier. On a travaillé dans les projets d'aérogare à Paris, une structure métallique vraiment de la dentelle très fine. Ça, je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de l'entreprise. Rachetée en 2007 par le groupe Faya, la société Viry emploie désormais 85 salariés pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros par an. Avec une quinzaine de projets chaque année et un carnet de commandes qui ne cesse de s'étoffer, l'entreprise se porte bien et se diversifie même avec le travail de la tôlerie notamment, comme ces modules, 2600 au total qui viendront habiller les murs d'une gare à Clichy. Bonjour Christian. Viry, c'est aussi l'entreprise qui a réalisé les fameux anneaux olympiques suspendus à la Tour Eiffel pendant les Jeux de Paris. Un ouvrage de 30 tonnes, 29 mètres de large, 13 de haut et près d'1 an de travail. Quand on parle d'anneaux, on dit bah oui, c'est que des ronds. Mais non, c'est pas que des ronds, il y a tout ce qui est connexion et liaison entre les éléments, et il y a la répétitivité qui permet d'avoir une fabrication, ce qu'on appelle plutôt industrialisée, qui permet de préparer toutes des séries d'éléments qu'on viendra assembler par la suite. J'ai connu beaucoup de chantiers avec des contraintes, mais ce chantier-là est quand même particulier. On sait qu'il a été vu par un grand nombre de personnes dans le monde entier. Un beau coup de projecteur sur l'entreprise qui garde tout de même une certaine amertume de l'expérience, puisqu'à l'issue des Jeux, les anneaux n'ont pas pu être conservés et ont été refondus, contrairement aux Agitos, des Jeux paralympiques également réalisés à Éloie, qui eux ont été installés de façon pérenne devant le pôle d'activité multisport à Bobigny. Tout à fait autre chose. Depuis plus d'1 mois, la plateforme Parcoursup a ouvert pour les lycéens de terminale. Ils vont pouvoir donc faire leur choix pour la suite de leurs études. Au lycée de Balagne en Corse, une réunion d'information a été organisée pour expliquer aux élèves et à leurs parents les étapes à respecter. On écoute la proviseure adjointe de l'établissement au micro de Télépaésé. C'est une réunion qui vient en deuxième phase dans notre parcours d'orientation destiné aux classes de terminale. Là, nous sommes à destination des parents et nous venons préciser aux familles tout le calendrier Parcoursup, la démarche, quels sont les points importants à respecter, puisque ce sont quand même les familles et les élèves qui construisent cette orientation et qui candidatent, eux, en leur nom propre sur Parcoursup. L'établissement n'est qu'une aide dans ce processus. Les drones sont devenus en quelques années des objets très convoités. Ces engins sont notamment très utiles dans les métiers de la sécurité et du bâtiment. Une filière de pilotage va même voir le jour à la rentrée prochaine. Regardez ce reportage de notre partenaire LMTV Sarthe, Elysia Cribillet. Il ne faut plus qu'une quinzaine de minutes à Christian pour prendre les mesures d'un bâtiment. Grâce à l'utilisation du drone, réaliser des devis de chantier est devenu beaucoup plus rapide. Le principe est de faire en sorte que le drone prenne des photos d'un bâtiment. Ce drone a un GPS, ce qui permet que chaque photographie prise par le drone a ses propres coordonnées GPS. Et ensuite, on prend ces photographies pour en faire des calculs assez complexes pour transformer ces photos, qui sont du 2D, en une maquette 3D. Ce qui permet en fait, à l'artisan du bâtiment de mesurer avec la souris la surface du toit, la longueur des gouttières, la hauteur des pignons pour faire un devis pour poser des ardoises, des isolations. Un gain de temps, mais aussi une économie de moyens humains, comme dans la gendarmerie où les drones sont déjà utilisés depuis 4 à 5 ans. La principale utilisation, du drone, c'est justement la recherche de personnes. C'est là où il est plus facile d'avoir une vision 3D d'un événement, plutôt que de déployer une multitude de personnes au sol. Vous prenez une vue 3D, vous avez une vue donc générale, globale, et ça évite. Déjà, ça permet de gagner du temps au niveau du survol, de la surveillance, de la recherche, et aussi, ça évite, ça vous fait une économie de personnel, quoi. Grâce à l'innovation, les métiers évoluent.
mais les formations aussi. La rentrée prochaine, nous allons accueillir la première année de Bac Pro qui intègre le nouveau programme avec l'usage de nouvelles technologies comme des scanners 3D, fixes, mobiles, mais aussi l'usage de drones dans les métiers de géomètre-topographe. Donc c'est imminent, c'est tout de suite. Pour pouvoir enseigner ce nouveau programme, le lycée doit s'équiper d'au moins 3 drones. Un achat qui s'élèverait entre 75 000 et 105 000 euros. Des drones toujours, mais dans l'armée aussi, qui utilise ces objets et vient de se doter d'un incroyable drone, un engin qui décolle comme un hélicoptère et qui vole comme un avion. Regardez les explications de notre partenaire, La Provence. Il décolle verticalement de manière parfaitement automatique. Il monte jusqu'à 300 pieds. Là, il va plonger. Il va se mettre à voler et comme vous pouvez le constater, c'est un design avec une aile à fort allongement, donc un petit peu comme les planeurs. Et du coup, on a d'excellentes performances en vol de translation. Et donc, on arrive à atteindre des durées de vol de 14 heures pour un tout petit drone de 25 kg. Donc ça, sont vraiment des performances qu'on retrouve nulle part ailleurs sur le marché. Le but, c'est vraiment que les opérateurs avec un niveau de formation minimum, mais sans être des experts, soient capables d'opérer ce drone et de le mettre en œuvre. Il y a tout un tas de différentes charges qui peuvent être montées, alors pour un usage militaire dans un premier temps, donc des senseurs optroniques, des petits radars, des capteurs lidar, éventuellement des récepteurs pour faire de la guerre électronique, du renseignement. Mais il y a tout un tas d'usages civils aussi qui sont possibles. On a des opérateurs qui l'utilisent pour faire de la surveillance de pipeline, de la surveillance de lignes, de la surveillance de frontières, de la surveillance de feu. Pour mieux valoriser l'ornithologie, qui est la science qui étudie les oiseaux auprès des visiteurs, les acteurs du tourisme ont participé à une formation. Ils ont pu en apprendre plus sur la diversité qui peuple les Grands Lacs. Reportage de notre partenaire Canal 32. Le cygne de Bewick, en fait, autre espèce que le cygne tuberculé. On a essentiellement en hivernage. Cet après-midi, c'est une foule inhabituelle qui se presse dans l'observatoire du lac Amance. Autour de Thibaut Jourdain, bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux et spécialiste en la matière, des acteurs du tourisme venus pour observer et en apprendre plus sur l'extraordinaire diversité qui peuple les Grands Lacs. On a pas mal d'hivernage, donc on va avoir le pigargue à queue blanche, donc un gros rapace. On a le cygne de Bewick aussi, qui est intéressant, et puis on a aussi tout ce qui est canard, les vanneaux. On a d'autres espèces qui sont des hibernants stricts, comme le cygne de Bewick, que l'on a essentiellement en hiver, que l'on ne verra pas ailleurs en France, donc on est bien placé. Une formation ornithologique imaginée par le Parc naturel régional et le syndicat mixte Seine-Grand Lac. Objectif, permettre aux acteurs du tourisme de maîtriser les bases pour mieux valoriser la thématique auprès des visiteurs. L'ornithologie, les oiseaux, c'est un atout extrêmement important. C'est notamment une saison, si je puis dire, à part entière au niveau du tourisme. Et en fait, il y a un besoin qui a émergé. Ici, on a des gens là qui sont venus, qui sont des salariés des offices du tourisme, dans tout le secteur de la Champagne humide. Et on a aussi beaucoup d'acteurs privés, c'est-à-dire des gens qui ont des gîtes, des restaurateurs, donc des gens qui sont en accueil direct avec du public. Tout le long de l'année, des milliers de curieux fréquentent les observatoires dispersés autour des 3 Grands Lacs. Quelles espèces y vivent? Où les observer? À quelle saison? Autant de questions posées par les visiteurs. On a réalisé une session, j'allais dire théorique, pour donner vraiment des informations et du contenu précis. Et puis cet après-midi, l'idée c'était justement de les emmener sur le terrain, notamment pour leur montrer des points stratégiques d'observation. Moi je suis plus spécialiste de la flore. Et puis la faune, les oiseaux, ça m'intéresse dans le sens où j'y comprends rien. Et donc là, j'apprends beaucoup. Parmi les questions aussi évoquées dans l'après-midi, la protection des espèces en danger et le respect des sites d'observation. Une vingtaine de professionnels ont suivi la formation. Vous étiez peut-être en vacances de ski ces derniers temps. Alors si vous étiez à La Plagne, dans les Alpes, vous avez sûrement remarqué une télécabine pas comme les autres, sans vitres ni parois. Découvrez cette nouveauté avec ce reportage de notre partenaire sur place, 8 Mont-Blanc. Qui a la plus longue ? Non, toi t'es celui qui a la plus courte. Bras tendus vers l'avant, cheveux au vent, sensations et frissons sont garantis pour ces passagers. Et pour cause, ici, pas de vitres ni de parois.
mais l'impression de pouvoir toucher les montagnes. Inaugurée en juillet dernier, Aérolive est la nouvelle attraction de la Plagne. La première télécabine à l'air libre a proposé une montée à plus de 3000 mètres d'altitude au-dessus du vide, avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Regardez en bas aussi. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là-bas, je risque pas de la lâcher. Ça fait quand même des sensations. Hein. Mais c'est vraiment sympa. La vue, le paysage, c'est vraiment beau. On a l'impression d'être vraiment en liberté. C'est vraiment très très bien. C'est magnifique. Un paysage démentiel. C'est extraordinaire. Au départ, c'est une appréhension, mais honnêtement, ça vaut le détour. Mais avant de pouvoir profiter de cette ascension vertigineuse vers les sommets, il a fallu bien sûr s'équiper et surtout être briefé. L'idée, c'est déjà de pouvoir expliquer un petit peu le fonctionnement de notre nouvelle cabine, qui est quand même très particulière, qui a ni vitre, et qui a aussi un sol complètement ouvert où on peut voir à travers, avec un système où on est harnaché avec un baudrier et une longe pour se sécuriser. Du coup, effectivement, on est sur une cabine qui est en mouvement dans notre gare quand elle arrive. Et du coup, il faut effectivement préparer les gens, leur expliquer niveau sécurité comment ça va fonctionner pour qu'ensuite, en temps réel et en vitesse réelle sur le quai, que tout puisse bien se passer. 15 minutes en moyenne pour admirer les montagnes à perte de vue. Et vertige ou pas, difficile de ne pas en ressortir conquis. J'ai vraiment peur. On voit vraiment bien le vide. Mais par contre, pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, franchement, ça peut être une expérience qui est top. C'est très beau. On va pas se mentir, j'ai eu un peu peur quand même. Mais franchement, une fois qu'on est dessus, on a juste à regarder la neige et franchement, c'est impressionnant. Une expérience insolite qu'il est donc possible de vivre été comme hiver. Il faudra quand même compter 49 € par personne pour embarquer à bord d'Aérolive. Focus sur le braille maintenant, ce système d'écriture tactile avec des points saillants qui permettent aux malvoyants de lire et d'écrire. En Moselle, un ingénieur a inventé un boîtier pour apprendre le braille de manière ludique. Regardez ce reportage de notre partenaire Moselle TV. Je m'appelle Jean Massou et j'ai fondé Andy Exceller en créant le projet Braille, qui est une console de jeu pour apprendre le braille de manière ludique, autonome et personnalisable. Et pour apprendre le braille en s'amusant, l'ingénieur a imaginé son invention en 2 parties. Une console d'un côté et de l'autre, des dominos avec une face visible et une face en braille. Et grâce à ça, on couvre toutes les combinaisons de braille. Pack 1, les lettres, alphabet. Pack 2, accents et nombres. Pack 3, caractères spéciaux. Ensuite, tout est possible puisque le boîtier possède plusieurs modes de jeu. De la bataille navale au mastermind, en passant par l'escape game. Il s'agit bien de la lettre I. Félicitations. Cet outil ludique a été pensé il y a 7 ans, alors que le jeune homme était au lycée en terminale S. Je devais faire un TPE pour la terminale, un projet à caractère ingénieur. Et c'est là que la veille du jour, on doit rendre le sujet avec mes camarades, on n'a rien. Donc je pars promener mon chien un peu dépité à la recherche d'une lumière qui nous donnera la bonne idée. Et en fait, je croise ma voisine Christiane qui est non-voyante, qui a un chien guide, qui promenait également son chien. Et donc en parlant avec elle, en disant est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc la question ingénieur de base. Elle m'a parlé de la difficulté à apprendre le braille, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. Enfin, elle nous a demandé beaucoup de choses, Christiane. Mais on s'est concentré sur ça. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. Sa voie est toute tracée, en route vers l'entrepreneuriat. Je pense que ça m'est tombé dessus jeune, donc ça a un peu défini ma voie et mon chemin, mais je me voyais inventer des trucs, je voulais être ingénieur, donc je me voyais créer, inventer, mais je ne pensais pas dans ce domaine-là en tout cas, ou à ce niveau-là. Le jeune créateur intègre le programme Entreprendre pour apprendre, puis un incubateur lorrain, 9 versions du braille et 3 ans plus tard, le Messin lance son entreprise à Nancy et commercialise son invention en 2021. Après un passage au CES, le plus grand salon technologique du monde, à Las Vegas en janvier dernier, l'inventeur de 25 ans compte bien conquérir le monde avec son braille. C'est une mode étonnante dans le monde du sport amateur, les albums de vignettes à collectionner. Comme les Panini pendant les Coupes du Monde, de nombreux clubs amateurs créent leur propre album à l'effigie de leurs licenciés. Et la formule rencontre un succès dingue. Un reportage de notre partenaire Puissance Télévision, Gaël Bossu. Il y a moi ici, regarde. Les stars, ce sont elles.
Elles n'ont pas encore 13 ans, mais les handballeuses de l'ASPTT Bar-le-Duc ont le droit à leur propre album de vignettes à collectionner. En fond, on est plein de fois, on est là. Mais oui, vraiment, c'est un peu stylé. Ouais, et puis aussi, on est un peu fiers, du coup. Déjà, quand on voit, par exemple, nos têtes sur un journal, on est contente. Alors maintenant, sur un cahier et sur des vignettes comme ça... Comme elles, les 376 licenciés et bénévoles du club ont leur place dans cet album qui rappelle les fameuses vignettes Panini. Succès immédiat. En quelques jours, toutes les vignettes commandées ont été dévalisées. On est en rupture de stock de vignettes un peu partout, donc ça marche plutôt très bien. Les gamins sont super réceptifs, les adultes aussi. Là, les seniors filles, on s'est changé même les vignettes pour aller en déplacement. C'est super valorisant, je trouve, pour la sauce de faire ça. Un projet peu commun que les clubs amateurs adorent depuis plusieurs années. Même succès au club de foot de Marne-Aval, à tel point que des bourses d'échange ont vu le jour dans le clubhouse pour que chacun puisse compléter son album. On a eu pas mal de doubles et on n'a pas complété complètement l'album. Donc effectivement, on vient pour... Aujourd'hui, c'est la bourse d'échange, donc on vient pour échanger et essayer de trouver le Graal, c'est-à-dire l'étiquette de mon fils que je n'ai encore pas. Et après quelques négociations... On l'a 2 fois. Je vais prendre les 2. J'ai eu la 174, non sans mal. Arrivées il y a 3 mois, les vignettes ont dû être approvisionnées plusieurs fois. En tout, près de 7000 ont été vendues. Le but principal, oui, c'était ça, de voir les parents retrouver le plaisir quand ils étaient enfants et les enfants pouvoir découvrir ce système qui, avec le temps, c'était un peu perdu, je trouve. Lancée dans les années 50 en Italie, la magie des albums Panini n'est pas prête de s'éteindre. Tout à fait autre chose, prendre un rendez-vous avec un plombier n'a jamais été aussi rapide. À Limoges, Alain se déplace qu'en vélo. Avec des prix attractifs et une plomberie simple, il fait le bonheur de ses clients. Découvrez le plombier à vélo de notre partenaire 7 à Limoges. Regardez. Alors, dans mon coffre, il y a tout l'essentiel, c'est-à-dire la caisse à outils, les appareils de détection de gaz, joints, multimètres, enfin le basique du métier. Là-dedans, il y a à peu près tout ce qu'il me faut, donc pour là, c'est ok. Lorsque ce plombier vous promet qu'il vient dans la minute, c'est possible, car le roi de la petite reine et sa clé à molette se déplacent à vélo cargo. Allez, c'est parti. Ça me permet d'aller vraiment dans l'hypercentre, rapidement, de pouvoir me garer. Donc ça change tout, parce que moi, je vais intervenir dans la demi-journée. Bonjour monsieur. On va essayer. Je travaille sur du gaz, donc... c'est important de faire ça. Il faut de la rigueur, on ne rigole pas avec ça. Voilà 5 mois qu'il a ouvert son entreprise après une longue expérience dans une société devenue trop grande pour lui. Être son propre patron lui apporte liberté et proximité. Je suis vraiment en phase de lancement. Non, je peux pas me sortir de salaire. Faut être gonflé à 57 ans pour se lancer. Mais faut le faire. Il vaut mieux vivre avec la satisfaction du travail bien fait, et puis d'avoir pris son temps pour faire son travail et d'avoir rencontré des gens. Vous allez le voir dans cette école de Loire-Atlantique, les enfants font cours normalement. À un détail près, leur salle de classe est une yourte. Une initiative qui leur plaît beaucoup et qui change de l'ordinaire, bien sûr. Un reportage de notre partenaire Télé Nantes qui a pu se glisser au milieu des écoliers. Regardez. Dans cette classe de l'école Jeanne de Navarre à Guérande, la vingtaine d'élèves planchent sur des exercices de mathématiques. Ici, les enfants font cours dans une yourte, une ambiance steppe de Mongolie qui leur plaît. L'univers est chouette, on a l'impression d'être en mode camping, c'est trop bien. C'est pas comme une école, c'est rond et des fois les écoles c'est carré. Ça change des classes normales et c'est plus rond que les autres. Si elle a été installée ici, c'est pour accueillir un afflux d'élèves important après la fermeture de l'école privée d'à côté. C'était en 2018. À la base, le projet était d'étendre l'école et d'installer un préfabriqué en attendant. C'est alors que l'architecte responsable de l'extension a proposé la yourte, une idée qui a fait son chemin. Ce qui change principalement, c'est le cadre. C'est vrai que c'est une classe qui est plus apaisante, qui est beaucoup plus lumineuse que la classe que j'avais avant, qui était au nord. En fin de compte, le principal inconvénient, c'est le bruit avec le vent, lors des tempêtes et puis la pluie. Voilà. Sinon, après, et puis les toilettes.
Les enfants doivent sortir pour aller dans le bâtiment principal pour aller aux toilettes. Le principal avantage reste bien sûr le prix. Un peu plus de 50 000 € pour une yourte de cette dimension, installations électriques et chauffage compris, selon l'entreprise vendéenne qui les fabrique. Les préfabriqués, ce sont dans une logique de location. Et quand on constate le prix de la location, la mise en place du préfabriqué, la location, l'achat d'une yourte est rentabilisé entre 2 et 3 ans, d'après les informations qu'on a de communes qui nous donnent leur prix réel. L'entreprise aurait vendu près de 600 yourtes sur le territoire français, une dizaine en Loire-Atlantique, dont 3 salles de classe. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.